Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce jeudi 6 novembre. L'entité sioniste viole une nouvelle fois le cessez-le-feu à Gaza et fait de nouvelles victimes à l'est du camp de réfugiés d'Al-Bouraïj, notamment malgré l'échange continu de dépouilles de captifs conformément à un accord de paix. L'Algérie, la Tunisie et l'Égypte réaffirment à Alger leur rejet de toute ingérence étrangère dans les affaires intérieures libyennes lors de la réunion ministérielle du mécanisme tripartite des pays voisins concernant la Libye. L'Algérie prend part au sommet sur le climat abrité par la ville brésilienne Belém en amont de la 30e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP30. Et puis les conséquences du shutdown, le plus long de l'histoire américaine, se font de plus en plus sentir. Des milliers de vols pourraient être annulés aux États-Unis le week-end prochain en raison du blocage budgétaire qui s'éternise. Bonsoir à tous. Nouvelle violation du cessez-le-feu dans la bande de Gaza. L'entité sioniste a mené de nouveaux bombardements au 27e jour de l'accord de cessez-le-feu, notamment à Khan Younes et dans la ville de Gaza, faisant de nouvelles victimes. Au moins un Palestinien est tombé en martyr à l'est du camp de réfugiés d'Al-Bouraïj, dans le centre de l'enclave palestinienne. Et les corps de plus de 20 martyrs ont été enterrés hier à Deir el-Balah après avoir été remis par l'entité sioniste dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu. Par ailleurs, des responsables de l'hôpital Nasser à Khan Younes ont affirmé que 15 nouveaux corps de martyrs avaient été restitués par l'entité sioniste, tous dans un état de décomposition avancée. Les 15 corps arrivés aujourd'hui sont dans un état de décomposition avancé. Nous en sommes à l'étape de l'examen et de la documentation par la commission chargée de cette affaire. Tous les dossiers existants sont dans un état de décomposition avancé, ce qui entrave notre travail d'identification formelle des corps de ces martyrs. Je viens parfois à l'hôpital quand j'entends parler de l'arrivée de martyrs. J'ai perdu mon fils le 7 octobre. Il est sorti avec ses amis ce jour-là et je l'ai perdu de vue. Je ne l'ai pas retrouvé et je n'ai aucune nouvelle de lui. J'espère avoir bientôt de ses nouvelles, qu'il soit vivant ou mort. J'ai contacté la Croix-Rouge et suivi toutes les procédures en ligne, mais je n'ai reçu aucune information. Je voudrais tellement le revoir, je voudrais tellement savoir s'il est vivant ou mort. Des secouristes de la Croix-Rouge et des membres du mouvement palestinien Hamas ont poursuivi leur recherche de dépouilles au milieu des montagnes de décombres engendrés par 2 ans de guerre génocidaire. Depuis l'entrée en vigueur de la trêve le 10 octobre dernier, Hamas a remis les dépouilles de 21 captifs. Par ailleurs, les conditions de vie des Palestiniens ont très peu changé depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Se loger, s'habiller à l'approche de l'hiver ou se procurer de l'eau et de la nourriture restent des défis de taille. 2 années provoquées par une guerre génocidaire ont provoqué d'immenses destructions, des déplacements de population et des souffrances considérables à Gaza. Environ 90% de la population de l'enclave palestinienne ont été contraints au déplacement forcé, soit quelques 2 millions d'habitants, souvent à plusieurs reprises. Au volet sanitaire, une campagne intégrée de vaccination, de suivi nutritionnel et de contrôle de la croissance des enfants dans la bande de Gaza sera lancée dans les prochains jours au profit de 44 000 enfants de l'enclave palestinienne, selon l'ONU, qui a souligné que la première des 3 phases prévues débutera ce dimanche et se poursuivra pendant 10 jours. Nous appelons une fois de plus à la cessation immédiate des hostilités et demandons à toutes les parties de respecter leurs obligations en vertu du droit international humanitaire, notamment la protection des civils et le passage sûr et sans entrave des travailleurs humanitaires et des secours afin qu'ils parviennent aux personnes dans le besoin.
En Cisjordanie, cette fois occupée, un enfant palestinien est tombé en martyr ce matin à la suite de tirs des forces de l'occupation sioniste dans la ville d'El Yamoun, à l'ouest de Jenin. La victime est Mourad Fawzi Abou Shaifan, âgé de 15 ans. Il a reçu 4 balles des forces de l'occupation sioniste qui ont pris d'assaut la ville d'El Yamoun la nuit dernière. الله يرحمك. Je vous disais en titre, l'Algérie, la Tunisie et l'Égypte ont réaffirmé ce jeudi leur rejet de toute ingérence étrangère dans les affaires intérieures libyennes, une position affichée à Alger lors de la réunion ministérielle du mécanisme tripartite des pays voisins concernant la crise en Libye, sanctionnée par un communiqué conjoint qui réaffirme l'importance du principe d'appropriation et de conduite du processus politique en Libye par les Libyens. Safouane Ben Sabri. Alger, Tunis et le Caire réunis pour la Libye. C'est en résumé la réunion tripartite qui a eu lieu au siège du ministère des Affaires étrangères algérien. Une réunion ministérielle du mécanisme tripartite des pays voisins. C'est dans ce cadre que les ministres des Affaires étrangères des 3 pays ont procédé à des concertations approfondies sur les développements de la situation en Libye. Une crise qui dure depuis maintenant 14 ans et qui concerne directement les pays frontaliers de la Libye. Les travaux de la réunion du mécanisme tripartite ont abouti à l'adoption d'un communiqué conjoint dans lequel est réaffirmée l'importance du principe d'appropriation et de conduite du processus politique en Libye par les Libyens eux-mêmes. Le communiqué appelle par ailleurs toutes les parties libyennes à placer les intérêts supérieurs de la nation au-dessus de toute autre considération, pour ainsi mettre fin aux divisions internes, unifier les institutions politiques et militaires et organiser des élections législatives et présidentielles dans les meilleurs délais. L'Algérie, l'Égypte et la Tunisie ont rejeté ensemble toute forme d'ingérence qui puisse sévir en Libye, une ingérence présente depuis plus d'une décennie et qui entrave la sortie de crise. La présence sur le territoire libyen de mercenaires et de combattants étrangers constitue une situation inacceptable pour les 3 pays voisins. Le communiqué conjoint saluait le rôle considérable de l'Algérie au Conseil de sécurité, dans lequel elle a œuvré pour mettre en lumière la responsabilité de la communauté internationale concernant le dossier libyen. La ville d'Oran, à l'ouest de l'Algérie, cette fois, abrite le 10e Salon international de la pêche et de l'aquaculture SIPA 2025, avec le Sultanat d'Oman comme invité d'honneur. À cette occasion, le ministre algérien de l'Agriculture, du Développement rural et de la pêche, Yassine El Mahdi Walid, a souligné que l'Algérie disposait d'opportunités d'investissement prometteuses dans le domaine de la pêche et des industries de transformation des produits halieutiques. Ce salon est devenu une véritable plateforme pour renforcer la coopération dans le domaine de la pêche et de l'aquaculture. Il permettra à un grand nombre d'opérateurs du secteur halieutique d'échanger leur expérience et de conquérir de nouveaux marchés, en Algérie comme dans les différents pays participants. Notre participation s'inscrit sans aucun doute dans le cadre de la consolidation des relations fraternelles enracinées entre le Sultanat d'Oman et la République algérienne, fondées sur le respect mutuel et la coopération constructive dans divers domaines. Cet événement constitue une opportunité pour renforcer le partenariat commercial et les investissements entre nos 2 pays, ouvrant ainsi de nouveaux horizons de coopération. Et je vous en parlais en titre, l'Algérie prend part à partir de ce jeudi au sommet sur le climat abrité par la ville brésilienne Belém, un sommet qui se tient en amont de la 30e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP30, dans la même ville, un événement mondial pour discuter de la menace croissante du réchauffement et tenter de sauver la lutte en faveur du climat. Convoqué par le président brésilien Luis Lula da Silva, le sommet
sommet rassemblera au parc de la ville des chefs d'État et de gouvernement, des ministres et des dirigeants d'organisations internationales afin de discuter des enjeux et des engagements urgents liés au changement climatique. Au Soudan, et alors que les massacres des forces de soutien rapide s'intensifient, de nouvelles vagues de déplacements de population suscitent l'inquiétude des organisations humanitaires et des médecins locaux qui préviennent que cet afflux de personnes exerce une pression supplémentaire sur des camps de réfugiés déjà surpeuplés et confrontés à un manque de ressources. Nous avons marché dans les rues pendant 2 jours. Si les voitures des forces de soutien rapide vous trouvaient, elles vous battaient. Si elles ne vous voyaient pas, vous n'étiez pas battus. À Karni, nous avons marché pendant 8 heures d'affilée. Nous avons vécu une crise terrible à Al-Fashir, avec des bombardements incessants de drones, d'artillerie et de balles perdues. L'approvisionnement alimentaire a également été fortement perturbé. C'était un véritable siège. Il n'y avait plus rien à manger. Nous sommes arrivés à manger de l'ambase, puis même l'ambase a disparu. Et chaque jour, nous subissions un harcèlement incessant. C'était une tragédie dans les rues. Il y avait des cadavres, des gens s'effondraient à cause de la marche, de l'épuisement et du harcèlement. Ils demandaient de l'eau. Si vous en aviez, vous le randonniez. Sinon, vous les laissiez dans la rue. Des femmes et des enfants. La plupart étaient des femmes et des enfants. Une personne a été tuée et 2 autres ont été blessés lorsque des hommes armés à moto ont ouvert le feu lors d'un rassemblement politique au Bangladesh. À 3 mois des premières élections générales, les principaux partis politiques ont commencé à organiser des meetings dans un climat d'insécurité. En France, le chef de l'opposition, Jean-Luc Mélenchon, a accusé le Premier ministre Sébastien Lecornu et son nouveau projet de budget de cibler les citoyens à faible revenu après l'annonce par le gouvernement de son intention de supprimer la traditionnelle prime de Noël pour certains bénéficiaires d'aide sociale. Plus de 2 millions de personnes se voient supprimer une prime qu'elle touchait au mois de décembre et qu'on a appelée prime de Noël. Alors aussitôt, il y en a qui ont dit « Ah bon, il y a une prime pour payer des jouets aux enfants ». Pourquoi les gens ont-ils dit ça? Parce que la décision qui a été prise par le gouvernement, c'est suppression de la prime de Noël pour ceux qui n'ont pas d'enfants. Alors ça m'oblige à vous faire un peu d'histoire pour que vous sachiez de quoi on parle. Cette prime, elle a été décidée en 1998. Depuis 1998, elle est payée à tout le monde. Elle n'a jamais été revalorisée, hélas. S'il fallait la revaloriser aujourd'hui, il faudrait l'augmenter de 53% pour qu'elle soit au même niveau que ce qu'elle était en 1998. D'accord? Donc c'est pas une espèce de super faveur qu'on ferait à des gens qui n'en auraient pas besoin. Au contraire, ce sont des gens qui en ont besoin. Et ça tombait à Noël parce que à Noël, il y a dans toutes les familles des dépenses supplémentaires. Je vous le disais en titre, les conséquences du shutdown le plus long de l'histoire américaine se font de plus en plus sentir. Des milliers de vols pourraient être annulés aux États-Unis le week-end prochain en raison du blocage budgétaire qui s'éternise et dépeuple les rangs des contrôleurs aériens, renforçant la pression sur le monde politique. L'administration Trump a annoncé hier qu'il allait demander aux compagnies aériennes de supprimer des vols à compter de vendredi pour réduire la pression sur le contrôle aérien confronté à davantage d'absentéisme dû au shutdown. Transport maritime à présent, la demande mondiale de conteneurs a augmenté de 3 à 5% en cours du 3e trimestre, malgré les incertitudes géopolitiques. C'est ce qu'a indiqué ce jeudi le groupe danois du transport maritime Maersk, précisant que les exportations en provenance d'Asie de l'Est, et en particulier la Chine, continuent d'être le principal moteur de la solide croissance des volumes.
Allez, parlons sport, à présent football. Le sélectionneur de l'équipe d'Algérie, Vladimir Petkovic, a insisté ce jeudi en conférence de presse sur l'importance de bien négocier les 2 matchs amicaux prévus à Jeddah, en Arabie Saoudite, face au Zimbabwe le 13 novembre et à l'Arabie Saoudite le 18 novembre, dans le cadre de la préparation de la CAN 2025, prévue, elle, du 21 décembre au 18 janvier 2026. C'était lors d'une conférence de presse durant laquelle il a dévoilé la liste des 27 joueurs retenus pour cet avant-dernier stage avant la CAN. Je l'ai déjà dit qu'il n'y a pas de matchs amicaux en équipe nationale. Nous devons travailler dur à l'entraînement pour donner le meilleur de nous-mêmes, car nous devons gagner tous les matchs. Il est important de se tourner vers l'avenir. Mais il faut aussi prendre en compte que remporter ces 2 matchs amicaux nous permettra d'améliorer notre classement FIFA. Nous avons convoqué 27 joueurs et j'espère que chacun sera en pleine forme pour les 2 prochaines rencontres. Je ferai en sorte que le plus grand nombre possible de joueurs ait l'opportunité de jouer. Culture au Salon international du livre d'Alger. La question de l'intelligence artificielle attise les convoitises. Entre progrès technologique et création littéraire, auteurs et éditeurs s'interrogent jusqu'où la machine peut aller sans trahir l'essence même de l'écriture humaine. Maria Chouillard. Entre algorithmes et plumes, entre fascination et méfiance, auteurs et éditeurs présents au Salon international du livre d'Alger s'accordent sur un point. Aucune intelligence artificielle ne pourra remplacer la sensibilité humaine. L'art comme la science, ça vient des intuitions. Les intuitions, ils ne viennent pas des mathématiques. Ils viennent des illusions, des sentiments, des émotions, des lenteurs, de côté tordu humain, qui peut être une histoire. Ces choses-là, l'IA, elle ne les connaît pas. Sans vécu, sans émotion ni mémoire personnelle, le monde d'aujourd'hui s'interroge. Jusqu'où l'intelligence artificielle peut aller? Les auteurs présents au salon répondent à cette question à travers leur expérience. C'est dénoué de tout sens, de tout ressentiment. C'est quelque chose qui est inerte. Elle obéit. Et puis, elle a sa limite aussi. Parce que c'est en fonction du data qu'elle a. Voilà. Donc, l'IA, on peut l'utiliser. C'est bien. Mais il ne faut pas croire que l'IA va remplacer l'homme dans l'écriture, dans la pensée, dans la réflexion. Pour les éditeurs, l'IA peut assister la plume, mais jamais la remplacer. Pour eux, la littérature repose sur ce que la machine ignore. Une voix singulière, une émotion vécue, une vérité intime que nul programme ne peut coder. L'intelligence artificielle, comme les autres applications du genre les GAFA, etc., ne font que collecter un ensemble d'informations et grâce aux capacités informatiques, on arrive à emmagasiner toutes ces informations pour ensuite les diffuser. Vous écrivez un mot, tout de suite, il vous corrige, etc., etc. Voilà. Donc, en un mot, c'est ceci. Voilà. Bref, l'intelligence artificielle ne remplacera pas l'être humain. C'est ma conviction. On est en train de parler d'une intelligence artificielle et en même temps, en parallèle, de l'authenticité humaine. Et là est toute la différence. Et je pense, en tant que déjà être humain et maison d'édition, impossible qu'un jour l'authenticité humaine soit remplacée par qui que ce soit d'autre ou quoi que ce soit d'autre. Au cœur du SIDA, le message est clair. La technologie peut accompagner la création, mais elle ne saurait jamais écrire à la place du cœur humain. Et pour terminer, retour sur la cérémonie de clôture de la 13e édition du Festival international du film arabe d'Oran, organisé dans la soirée d'hier, marquée par l'hommage rendu à plusieurs artistes arabes éminents en reconnaissance de leur carrière artistique remarquable et de leurs empreintes durables dans le paysage culturel arabe. C'est sur une note d'émotion et de joie que s'est clôturée la 13e édition du Festival d'Oran du film arabe dans la soirée du mercredi 5 novembre.
Une semaine entièrement dédiée au 7e art, marquée par la diversité des projections, des débats, des rencontres et des échanges entre cinéastes, producteurs et artistes venus du monde arabe. Le festival, d'année en année, il s'améliore. Il devient mature. Et les cérémonies sont mieux maîtrisées. Il y avait de très beaux invités cette année. Ça, la qualité a été également de la participation. La qualité des films. Bon, les films, c'est ce qui se produit actuellement. Peut-être qu'actuellement, la cinématographie arabe, elle est un peu dans une phase de transition. Donc, on a ce qu'on peut avoir sur le marché. Bon, le public était là. On aurait aimé également que le public soit beaucoup plus nombreux dans certains cas, que les ateliers soient plus suivis. Mais chaque année, il y a des améliorations. Cette année, je trouve que cette édition était une belle édition. Je souhaite à ce festival de pouvoir rivaliser avec les grands festivals internationaux et arabes et d'avoir une véritable portée dans le monde arabe. Vous êtes les premiers à avoir lancé des festivals dédiés au cinéma arabe et je vous souhaite beaucoup de succès. Les films présentés étaient variés. J'ai particulièrement apprécié la qualité des documentaires et certains courts-métrages étaient vraiment à la hauteur. Quant aux films de fiction, ils étaient eux aussi très réussis. Sur la scène, les prix sont venus saluer la créativité des réalisateurs dans les 3 compétitions officielles, longs et courts-métrages et documentaires. Des films porteurs de regards nouveaux sur le monde arabe, entre espoir, mémoire, identité, quête de liberté et questionnement. Le festival a rendu un hommage particulier au grand acteur algérien Sid Ahmed Agoumi, véritable pilier du cinéma et du théâtre algérien, et à l'acteur égyptien Yasser Galel et au comédien jordanien Monder Rayahna. L'ambiance du festival est formidable et empreinte de beaucoup de respect. Les organisateurs ont fait un travail exceptionnel, d'un grand professionnalisme. Je suis présent ici pour l'hommage, bien que je sois actuellement en tournage en Égypte. L'organisation du festival est irréprochable. Ce qui m'a le plus touché, c'est l'accueil incroyable du peuple algérien qui aime profondément l'Égypte, et je dois dire que cela m'a beaucoup ému. Je tiens à remercier toutes les personnes impliquées dans l'organisation de ce magnifique festival. Mais au-delà de tout, ce qui m'a le plus marqué, c'est le peuple algérien, chaleureux, généreux et plein d'amour. Merci pour l'accueil, la gentillesse et surtout merci pour cette affection sincère. La star du rail Cheb Mami a animé la cérémonie de clôture. Entre émotion, musique et reconnaissance, cette cérémonie a mis en lumière l'esprit du festival. Un espace de création, de dialogue et de célébration du cinéma arabe dans toute sa diversité et sa profondeur. Voilà, on arrive à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente soirée à tous.